restons avec le sang-froid des maisons suisses. Et c'est la maison Bordier qui est avec nous à présent et son directeur de la gestion à Paris, Patrick Guérin, à mes côtés en plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des commentaires sur l'aspect macroéconomique, politique, monétaire, dans une ambiance de marché, alors que je décris comme étant une ambiance évidemment pessimiste, un pessimisme d'ailleurs envahissant, comme on l'a rarement connu ces dernières années, et qui s'inscrit dans la durée d'une certaine manière, face aux risques et au contexte global aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites à ce stade chez Bordier et quel est le schéma que vous avez en tête pour les 3-6 prochains mois, si on essaye de se fixer ce genre d'horizon de temps aujourd'hui, Patrick? Oui, on va essayer de prendre un peu de recul, en effet, parce que sans quoi on est un petit peu trop sous le stress et on serait peut-être amené à faire des choses qui ne seraient pas raisonnables. En tout état de cause, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, clairement, la hausse des taux, clairement, l'inflation, c'est ça qui sont les drivers des marchés aujourd'hui. On ajoute évidemment la crise énergétique qui frappe particulièrement l'Europe. Et bien entendu, si j'ose dire, en fond d'écran, la guerre en Ukraine sur laquelle on n'a aucune perspective aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à digérer pour les investisseurs. Et quand on essaie d'analyser les conséquences, on a compris, on l'a écouté à l'instant, qu'on n'était vraiment pas au bout de l'histoire sur les hausses des taux, ni sur l'inflation qui ne va pas se dégonfler. C'est un processus évolutif. Donc même si on va dans le bon sens, ça prendra du temps et ça aura forcément un impact sur les valorisations. Alors, ne rien faire, ce serait horrible. Hors de question de regarder le train passer et de ne pas agir. Nos clients nous ont confié un mandat et nous, chez Bordier, autant que faire se peut, on essaie de protéger le capital. C'est-à-dire qu'on a conservé une approche qui reste une approche prudente, mais en même temps, on est investi sur les marchés. Donc, quand les marchés, comme depuis le début de l'année, ont perdu environ 20%, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations, ce qui est un phénomène qu'on a rarement vu. Pour un portefeuille équilibré, c'est extrêmement douloureux. Et c'est douloureux d'autant plus qu'on a connu une année 2020, une année 2021 qui ont été des années fastes pour les investisseurs et qui ont du mal à comprendre cette perte de valeur sur les portefeuilles. Bon, une fois qu'on a dit ça, on essaie de regarder les choses avec lucidité et de se dire, sur le plan de l'allocation géographique déjà, quelles sont les géographies sur lesquelles on a plus envie d'aller que sur d'autres. Bon, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la crise de l'énergie, l'inflation, qui plus en Europe un phénomène d'offres sur lequel en fait la Banque centrale ne peut pas faire grand-chose, mais elle doit néanmoins intervenir, ne serait-ce que pour protéger la parité, autant que faire se peut, euro-dollar. Une inflation, je l'ai dit, qui est galopante. On a vu encore les chiffres de l'Allemagne hier qui étaient très mauvais, les chiffres de la production qui sont en hausse de un peu plus de 9% sur un mois. Sur un mois. Voilà, à 48%, je dis ça de mémoire, sur une base annuelle. Évidemment, essentiellement en raison de la hausse incroyable des prix de l'énergie. Tout cela oblige la Banque centrale à réagir. Et pour autant, ça exerce une pression baissière très forte sur les marchés européens. Donc, on a plutôt une préférence sur les marchés américains, même si on l'a vu ces derniers jours, les hausses des taux longs auxquelles on a assisté, notamment à la suite de l'annonce de la hausse de 100 points de base de la Riksbank, comme vous l'avez indiqué à l'instant, ont eu des effets dévastateurs sur la poche la plus croissance du marché américain. Donc, on est bien conscient de cela, mais on pense néanmoins que c'est sur cette zone géographique qu'on protégera le mieux les portefeuilles, pour le dire ainsi. Je comprends. Donc on est moins sur l'Europe, moins sur les cycliques européennes, moins sur les industrielles européennes. On a un prisme, comme vous le savez, en faveur des valeurs de luxe, mais on aime aussi beaucoup, de manière générale, les valeurs de santé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les valeurs suisses de santé ont souffert depuis le début de l'année, donc il faut être encore une fois très sélectif dans le stock picking, cette fois, au sein d'un secteur. Mais globalement, on préférera avoir une présence beaucoup plus forte aux États-Unis, y compris sur les valeurs de consommation de base, dont on pense qu'elles devraient mieux résister que d'autres, parce que quoi qu'il arrive, je ne citerai pas de valeurs aujourd'hui ici, mais on peut penser que celles-ci résisteront mieux parce qu'il y a des habitudes qui ne peuvent pas être compressées.
consommation. Ouais. Et puis, précisément, à propos de consommation, le marché américain résiste mieux que d'autres. On a parlé du marché de l'emploi tout à l'heure, mais ça a une implication aussi, parce que qui dit un marché de l'emploi qui est en bonne santé, dit aussi un niveau de rémunération qui suit. Bien sûr. Les entreprises américaines sont obligées de mieux rémunérer leurs salariés, et donc une consommation qui s'essouffle un peu, mais qui suit. Mais oui, donc, qui résiste encore. Qui résiste. Ouais. Donc ce sont des éléments qu'on doit prendre en considération. La mécanique macro, même si la Fed agit durement, etc., la mécanique macro américaine vous rassure plus que les mécanismes qu'on peut percevoir en Europe aujourd'hui. Et l'argument de la valorisation est pas un bon argument pour vous à ce stade? Absolument pas. En effet, la valorisation des PE du stock 600 est à peu près de 12 versus 16 pour les US. Mais on n'a pas fini encore de corriger. On va avoir les résultats du T3 qui, en Europe, ne devraient pas être très très bons. On va avoir encore des entreprises qui, de nouveau, vont communiquer sur leurs incertitudes quant à leur guidance ou leurs prévisions. Et puis surtout, on va avoir une baisse de la demande en Europe, probablement beaucoup plus forte, comme je l'ai indiqué à l'instant, qu'aux États-Unis. Donc autant d'éléments qui ne militent pas vraiment en faveur d'une surpondération de l'Europe. Dans les aspects techniques du marché, et je fais le lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire on ne peut pas non plus décemment être complètement en dehors du marché. L'été a été une sacrée piqûre de rappel de ce point de vue-là. Le mois de juillet, entre le point bas et le point haut jusqu'à mi-août, le Nasdaq, par exemple, si on prend l'emblème de la tech croissance américaine, a repris plus de 20%. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est retrouvé avec des pertes divisées par deux sur les grands indices mondiaux, les indices américains, par rapport aux performances qu'on avait accusées à la fin du premier semestre. Donc, ces moments-là, il faut aussi en tenir compte. Et à l'inverse, quand on reprend la liste des mauvaises nouvelles, je ne vais pas la faire. Personne n'a encore constaté une forme de capitulation générale, ce qui gêne un peu tout le monde. Tout le monde est très prudent, tout le monde est très protégé, tout le monde a conscience des risques. Tout le monde espère voir une forme de capitulation un peu générale qui permettrait de revenir peut-être plus franchement sur les actifs risqués. On a l'impression que cette situation est un peu figée. Oui, c'est vrai. Ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Hein. Oui, moi non plus. Comme vous, mais je constate qu'effectivement, les gestions actives sont très très peu présentes sur les marchés et que la tentation de se couvrir est très forte, ce qui veut bien dire qu'on redoute potentiellement qu'on se soit trompé en n'étant pas suffisamment investi. Donc il faut continuer à l'être. Donc c'est une gageure permanente. En termes de profil, effectivement, vous avez cité quelques secteurs, mais vraiment, l'idée dans la poche action, là, c'est de garder ce dont on est sûr et absolument sûr. On veut un portefeuille rock solide, comme on dit aujourd'hui, Patrick. Oui, ça c'est le souhait. Mais ce que l'on a quand même constaté ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas un secteur vraiment, hormis la santé et la consommation de base dont je viens de parler, qui résiste. On a vu des très belles valeurs emblématiques comme Nestlé ou comme L'Oréal qui ont suivi la baisse du marché. Donc attention aussi à ne pas être trop figé dans ses positions. On le disait tout à l'heure, on ne peut pas rester inerte. Il faut ne pas hésiter à prendre des profits, même sur des valeurs sur lesquelles on est assez serein, on pense qu'on a de la visibilité, mais quand le marché dévisse, il dévisse un peu pour tout le monde. Donc, c'est ce qui nous oblige à réviser peut-être ce qu'on pensait acquis et à ne jamais considérer des choses. J'entends. Mais ça, c'est très important. C'est un nouveau monde. Hein. C'est un nouveau monde. Est-ce qu'on trouve de l'intérêt, un regain d'intérêt pour des produits de taux aujourd'hui, Patrick? Le risque action est tel que vous l'avez décrit, un risque qu'il faut prendre avec beaucoup de mesures et beaucoup de prudence aujourd'hui. Sur la partie fixed income, obligataire, crédit, est-ce que là, justement, le cash qu'on fait sur les actions, par exemple, est-ce qu'on a envie de le replacer sur des produits de rendement aujourd'hui? C'est vrai que c'est tentant, puisque les taux longs ont bondi dans les conditions qu'on a déjà évoquées. C'est vrai, par exemple, que le taux souverain US à un an à 4%, on se dit, ah oui, quand même, ça peut être intéressant d'en avoir un peu dans le portefeuille. Après, nous, on est toujours de manière globale assez prudent en termes de duration, donc on ne veut pas aller trop loin, maximum 3, ça nous paraît ample. Au-delà, on n'a pas suffisamment de visibilité parce que on est quand même tous à peu près d'accord pour considérer qu'on s'oriente vers une économie qui va aller dans une forme de récession, donc il y aura plus de taux de défaut, donc pas trop de durée dans les expositions.
Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des rendements aujourd'hui qui redeviennent attractifs sur des très belles signatures. Donc, c'est à ne pas négliger, d'autant que ce rendement aujourd'hui est pratiquement égal, voire supérieur à un grand nombre de dividendes de sociétés sur lesquelles on est investi, cette fois dans la classe action. Donc il y a un intérêt, mais en étant ultra sélectif, une fois de plus. Et prudence sur la duration, ce qui montre bien effectivement là aussi qu'on limite le risque de sensibilité sur la partie obligataire. Dernière question, parce que ce sera sans doute la question de 2023, mais c'est une question que je pose désormais à tout le monde. Qu'est-ce qui va définir pour vous le pivot de la Fed ? Parce que la question n'est pas de savoir si la Fed fera un jour un pivot, mais quand est-ce que la Fed fera un jour un pivot ? L'avenir nous le dira, mais qu'est-ce qui définit pour vous le pivot ? Est-ce que c'est le moment où la Fed, je ne sais pas, revient peut-être à un chemin de 50 points de base par rapport aux 75 points de base qui sont délivrés sur les dernières réunions ? Est-ce que c'est le moment où la Fed signale qu'elle en a terminé avec les hausses de taux, que le taux terminal est atteint? Est-ce que c'est un moment encore plus lointain où la Fed se prépare à signaler peut-être que ça y est, on va pouvoir rebasculer dans un cycle de baisse des taux parce que l'économie le demandera? La réponse n'est pas simple. Non, mais le marché est très accroché à cette idée quand même. Très accroché, on l'a vu en juillet, il y a eu dur comme fer. Nous pensions qu'il avait tort, en toute humilité. C'était un faux départ. Ouais. Mais on en a quand même profité un peu quand même, mais on était quasiment persuadé qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Et donc, il me semble que après avoir tous entendu ce que la Fed serait accrochée précisément aux chiffres, aux données, data dependent, comme ils le disent, on peut imaginer que le discours de la Fed nous aidera à savoir ce qui, pour elle, est le taux pivot. Donc, je ne vais pas répondre directement à la question posée, mais il faudra attentivement écouter ce que la Fed écrit précisément et en tirer les conclusions, parce qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps. Non. Mais ce sera un moment important. C'est un moment que le marché attend. Très important. Très important. Très important. Ce sera le moment, bien sûr. Et beaucoup plus encore que les résultats des entreprises. En tout cas, au moins aussi important que les résultats des entreprises. Donc, évidemment, le plus tôt sera le mieux. Mais ça. Oui. Non. Mais c'est impossible de fixer un agenda. Ce ne serait pas raisonnable. Ce sera. On est raisonnable chez Bordier. Mais ce sera, oui, bien sûr, non, mais c'est pas la boule de. Mais ce sera un moment important, effectivement. C'est pas juste un concept marketing de marché ou de broker. C'est une vraie attente de marché qui sera un tournant. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ces sujets de marché et des pistes en matière de stratégie d'investissement dans une logique de protection du capital. C'est bien le mandat, la mission que vos clients vous fixent, autant que faire se peut, effectivement, dans une maison suisse comme celle qu'est Bordier. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.